Moi, j'ai une foi en l'Afrique. C'est tout. Et je fais ce qui me semble bon pour l'Afrique. C'est ça que je fais. Le reste, c'est pas important. Celui qui veut être riche, il ne faut pas qu'il vienne faire la politique. Si quelqu'un fait la politique et qu'il devient riche, c'est qu'il est voleur. Le 31 mai 1945, Laurent Gbagbo vient au monde à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Son père, Paul Koudou, est sergent de police et sa mère, Marguerite Gado, est ménagère. Son père est blessé et fait prisonnier par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. À ce titre, il est décoré de la médaille de reconnaissance de la nation le 8 mai 2003. Gbagbo commence ses études à l'école primaire publique Plateau, à Agboville, où son père exerce sa profession. Il obtient son baccalauréat au lycée classique à Cocody en 1965, puis une licence d'histoire à l'université d'Abidjan en 1969. Il devient en 1970 professeur d'histoire à l'université classique d'Abidjan, chercheur à l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie africaine à partir de 1974. Il est également titulaire d'une maîtrise d'histoire de la Sorbonne. Il soutient enfin en juin 1979 une thèse de docteur d'université en histoire. Membre du syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur, il est emprisonné à Séguéla et à Bouaké de mars 1971 à janvier 1973. Devenu directeur de l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie en 1980, il se révèle lors des manifestations étudiantes du 9 février 1982 qui provoquent la fermeture des universités et des grandes écoles. En 1982, Laurent Gbagbo s'enfuit de la Côte d'Ivoire pour rejoindre la France à travers le Burkina Faso. Il crée clandestinement, avec 6 personnes, dont celle qui deviendra plus tard sa femme, un nouveau parti, le Front populaire ivoirien. En 1985, toujours en exil en France, il dénonce la dictature du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui, à ce moment-là, est le parti unique du pays. Idéologiquement proche du Parti socialiste français, il se lie d'amitié avec les membres du Parti socialiste unifié. Houphouët-Boigny s'inquiète alors de voir Laurent Gbagbo développer un réseau de contacts. Il comprend alors que son opposant serait moins encombrant à Abidjan qu'à Paris. Le 13 septembre 1988, Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire et le 28 novembre de la même année, il devient secrétaire général du parti qu'il a créé et se présente à l'élection présidentielle du 28 octobre 1990, qui est marquée par la première candidature face à Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo remporte 18,3% des suffrages, ce qui lui confère le statut de chef de l'opposition. En février 1992, en lieu d'importantes manifestations étudiantes, le 18 février, le Premier ministre Alassane Ouattara fait arrêter Laurent Gbagbo et sa femme Simone, après avoir fait signer à la veille au chef de l'État une loi anti-casseurs. Il est condamné le 6 mars 1992 à 2 ans de prison. Le couple sera finalement libéré en août prochain, après 6 mois de détention. En 1995, Laurent Gbagbo appelle au boycott de l'élection présidentielle prévue le 22 octobre en raison d'une réforme du code électoral. Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale et successeur constitutionnel du défunt président Félix Houphouët-Boigny, est élu avec 96,44% des suffrages. Pour comprendre cette partie de l'histoire, vous pouvez regarder l'histoire d'Henri Konan Bédié, le lien se trouve en description. Laurent Gbagbo se présente à l'élection présidentielle du 22 octobre 2000 contre le général Robert Guy, qui a renversé le président Henri Konan Bédié le 24 décembre 1999. Cette élection est marquée par l'élimination par la Cour suprême de plusieurs candidatures, dont celle d'Alassane Ouattara, pour cause de nationalité douteuse, faux et usage de faux sur l'affiliation, mais aussi celle de l'ancien président Bédié. Les résultats donnent Gbagbo vainqueur face au général Robert Gueye, qui les conteste. Des heurts s'ensuivent, mais Gbagbo devient finalement président de la République le 26 octobre. Dès à présent, c'est moi.
le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Et le général Robert Guèye reconnaîtra sa légitimité le 13 novembre. Laurent Gbagbo met en œuvre une politique dont l'objectif affiché est de permettre l'enrichissement de l'ensemble des Ivoiriens et pas seulement certaines catégories aisées très minoritaires. Il souhaite en outre tourner la page de la croissance sans développement, caractéristique de l'ère de Félix Houphouët-Boigny. Cette politique dite de refondation est fortement teintée de socialisme, de nationalisme identitaire et d'anticolonialisme, particulièrement à l'égard de la France. Le gouvernement de Laurent Gbagbo met en place en décembre 2000 l'école primaire et secondaire gratuite, supprimant l'uniforme scolaire et les frais de scolarité pour les enfants du primaire, et permet la distribution du matériel scolaire pour les familles démunies. Malgré la pénurie d'enseignants et le fait que ces mesures n'ont pas été étendues à l'ensemble du territoire, elles ont fortement contribué à augmenter le taux d'alphabétisation et l'éducation des Ivoiriens, notamment en encourageant les parents à envoyer leurs enfants à l'école. La corruption, implantée dans le pays depuis longtemps, s'amplifie sensiblement, notamment dans la filière café-cacao. De nombreuses actions sont entreprises, sans aucun contrôle de la part de l'État ivoirien, tandis que le pays devient une destination de choix pour le blanchiment d'argent. La création des sociétés écrans ou les escroqueries à la nigériane. Plusieurs milliards de francs CFA sont détournés dans plusieurs entreprises publiques, tandis que les sommes perçues par les agents de ces entreprises ne sont pas toujours reversées à l'État. Les pots de vin sont également devenus monnaie courante au sein des services publics ivoiriens. Si le bilan de Laurent Gbagbo est considéré comme négatif, des observateurs soutiennent qu'il est difficile de le juger comme unique responsable des difficultés du pays entre septembre 2002 et novembre 2010. Le 19 septembre 2002, des soldats rebelles disposant d'un armement de qualité, venant notamment du Burkina Faso voisin, attaquent les villes du pays afin de mener un coup d'État alors que le président se trouve à Rome. La situation tourne rapidement à un conflit entre le sud, tenu par le gouvernement, et le nord, tenu par les rebelles, qui s'opposent notamment à la politique d'ivoirité introduite sous la présidence Bédié, mais dont les dirigeants en place ont largement contribué au développement, notamment au sein de l'administration et dans l'armée. Après plusieurs mois de combat, les accords de Lina Marcosis sont ratifiés en 2003 par les principaux partis politiques et la rébellion à Marcosis en France. Le président Jacques Chirac, en son temps, en avril dernier, a refusé de discuter avec Le Pen, qui a un parti légalement constitué avant le deuxième tour. Et il nous oblige, nous, à discuter avec des rebelles. Est-ce parce que nous sommes des nègres? Il faut se poser la question. Une force de paix française, Opération Licorne, se déploie pour patrouiller dans une zone de cessez-le-feu. D'après les termes de l'accord, Gbagbo doit rester au pouvoir alors que les rebelles ont précédemment exigé sa démission. Un gouvernement de réconciliation doit être formé avec un premier ministre neutre, ainsi que le désarmement des rebelles. Ce gouvernement inclut le Front populaire ivoirien, l'opposition civile et des représentants des rebelles. L'Organisation des Nations Unies délègue à une force d'interposition, l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, la responsabilité d'accompagner un apaisement de la situation en lieu et place de l'opération Licorne. En novembre 2004, Laurent Gbagbo lance une offensive dans le secteur des villes rebelles de Bouaké et Korogo. En réaction, la France demande au Conseil de sécurité des Nations Unies une extension du mandat de l'ONUCI afin qu'elle puisse s'interposer militairement au combat entre les forces gouvernementales et rebelles. Le 6 novembre, les bombardements opérés par 2 Sukhoi de l'armée ivoirienne, Aman et Bouaké, font 9 morts parmi les soldats français. En riposte, l'armée française détruit 2 avions de type Sukhoi 25 et des hélicoptères Mi-24. Mais des informations révélées par Wikileaks et des enquêtes de presse suggèrent une manipulation visant à justifier une action militaire contre Gbagbo. Son mandat, prenant théoriquement fin en 2005, Laurent Gbagbo fait repousser à 6 reprises le scrutin présidentiel. Du 5 février au 3 mars 2007 ont lieu à Ouagadougou des rencontres entre les délégations des différents partis.
Un accord politique est signé le 4 mars par le président Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et le président burkinabé Blaise Compaoré. En vertu de cet accord, Laurent Gbagbo nomme Guillaume Soro Premier ministre. Dans la foulée, il signe le 12 avril 2007 une mesure d'amnistie. Lors du premier tour des élections présidentielles de 2010, Laurent Gbagbo arrive en tête avec 38% des suffrages exprimés, devant Alassane Ouattara qui obtient 32,1% et l'ancien président Henri Konan Bédié 25,1%. Le 2 décembre 2010, la commission électorale indépendante se voit physiquement empêchée de proclamer les résultats provisoires par certains de ses membres. Que la commission centrale n'a pas validé. Laisse. Merci, monsieur. Moi, je suis Bombay Yakouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Après ces incidents, les chiffres sont finalement communiqués et donnent Alassane Ouattara vainqueur avec 54,1% des voix. Mais le Conseil constitutionnel, entièrement nommé par le président sortant, considère que les résultats de la CEI sont invalides et annonce les résultats donnant Laurent Gbagbo victorieux après analyse des recours déposés par les partisans de ce dernier. La représentante de la diplomatie de l'Union européenne, le secrétaire général de l'ONU et les présidents Barack Obama et Nicolas Sarkozy considèrent pour leur part que le vainqueur de l'élection est Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo est investi le 4 décembre 2010 en présence de deux représentants de pays étrangers, l'Angola et le Liban. Le Premier ministre Guillaume Soro, qui ne reconnaît plus Laurent Gbagbo comme président de la République, remet sa démission à Alassane Ouattara le 4 décembre 2010. Mais il sera aussitôt reconduit dans ses fonctions par Alassane Ouattara, qui indique également avoir prêté serment par courrier adressé au Conseil constitutionnel en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire. Le 21 décembre, lors de son allocution télévisée, à la suite de son investiture, Gbagbo se réaffirme président, mais propose la création d'un comité d'évaluation internationale pour sortir de la crise. La Haute Commission adjointe aux droits de l'homme de l'ONU affirme que 173 meurtres, 90 cas de torture et de mauvais traitements, 471 arrestations, 24 cas de disparition forcée ou involontaire sont attribuables aux partisans de Laurent Gbagbo en 5 jours seulement. Cette situation inextricable débouche sur une reprise des combats entre l'armée régulière et les forces nouvelles pro-Ouattara. D'abord à Abidjan, fin février 2011, puis dans le reste du pays début mars, que les forces de son adversaire conquièrent en quelques jours seulement. Le 31 mars 2011, Abidjan est encerclé. Les défections se multiplient en quelques heures. L'armée et la gendarmerie le lâchent. Laurent Gbagbo et son épouse se retranchent alors au palais présidentiel d'Abidjan, protégés par un dernier carré de fidèles, formé notamment par les troupes d'élite de l'armée ivoirienne. Le 11 avril 2011, après 10 jours de combat à Abidjan et de bombardement de la résidence présidentielle par les forces spéciales françaises de la force Licorne et l'ONUCI, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse Simone par les forces d'Alassane Ouattara. Il est placé en état d'arrestation à l'hôtel du Golfe, quartier général de Ouattara, puis transféré à Korogo, dans le nord du pays, où il a été assigné à résidence. Son épouse sera à son tour, quelques jours plus tard, placée en résidence surveillée à Odiéné, une autre localité du nord ivoirien. Le 18 août 2011, il est arrêté, puis placé en détention préventive pour crimes économiques, vol aggravé, détournement de deniers publics, concussion, pillage et atteinte à l'économie nationale. Il est incarcéré pendant 8 mois en Côte d'Ivoire. À partir du 30 novembre 2011, à la suite de son inculpation par la Cour pénale internationale pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, il est incarcéré au centre de détention de la Cour à La Haye, aux Pays-Bas. Son procès conjoint avec celui de Charles Blé Goudé débute à La Haye le 28 janvier 2016. Monsieur Gbagbo,
Plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je plaide non coupable. Merci beaucoup. La même question à Monsieur Blé-Godet. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Merci, Monsieur le Président. Je ne reconnais pas ces charges, par conséquent, je plaide non coupable. D'après le monde diplomatique, aucun des 80 témoignages de l'accusation n'a apporté d'éléments probants sur l'existence d'un plan commun et sur la culpabilité de l'ancien chef d'État ivoirien. Leurs propos ont été soit confus, soit contradictoires, et de nombreux témoignages ont tourné à l'avantage des accusés. Le 18 janvier 2018, Laurent Gbagbo et 3 de ses ministres sont condamnés par la cour d'assises d'Abidjan à 20 ans d'emprisonnement et 329 milliards de francs CFA d'amende pour vol en réunion par effraction portant sur les caves à la BCEAO et des numéraires, complicité de vol en réunion par effraction, destruction d'une installation appartenant à autrui, détournement de deniers publics en vue d'obtenir des liquidités en pleine crise post-électorale. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI après plus de 7 ans de prison préventive. Le 4 décembre 2020, Laurent Gbagbo reçoit 2 passeports de la part des autorités ivoiriennes, un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. L'ancien président revient en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Alors qu'il est en conflit avec Pascal Affi-N'Guessan depuis plusieurs années sur la direction du FPI, Laurent Gbagbo annonce le 9 août 2021 la création d'un nouveau parti politique, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Le parti s'est défini comme étant panafricaniste et socialiste. Le président Alassane Ouattara annonce le 6 août 2022 avoir accordé la grâce présidentielle à l'ancien président Laurent Gbagbo pour les 20 ans de prison dans l'affaire de la BCEAO. Cette grâce présidentielle interdit toutefois Laurent Gbagbo de se présenter lors des élections présidentielles prévues pour 2025, puisque la condamnation reste inscrite à son casier judiciaire. L'histoire de Laurent Gbagbo est un chapitre complexe et controversé de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique contemporaine. Son parcours politique est marqué par des moments de lutte pour la démocratie et des périodes de violence politique. Son ascension au pouvoir et sa chute ont laissé des cicatrices profondes dans le pays, mettant en lumière les divisions ethniques et politiques qui persistent encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez le faire simplement en vous abonnant. Merci beaucoup et à la prochaine.